D'abord, je vais commencer juste par vous poser 2-3 questions, voilà, à vous. Donc, vous pouvez répondre en levant, en appuyant effectivement sur la main au milieu, parce que ça va être des questions fermées pour simplifier. Donc, si vous pensez oui, vous pouvez cliquer sur la main. Voilà, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous ne cliquez pas. Voilà. Donc, ma première question, c'est qui fait cette visioconférence depuis la France? Donc, tout le monde, il me semble. Hein, je vois personne qui vient depuis l'étranger. Donc, vous verrez, il y aura un lien avec ça puisque Maria Margherita, elle est arrivée du Liban récemment pour rejoindre notre équipe. Donc, voilà, elle vous expliquera comment elle est sortie de sa zone de confort en changeant de pays. Voilà, ma deuxième question. Pour qui est-ce la première participation au festival Learning Planet ou aux activités de la Maison de l'Apprendre, hein, donc ils s'inscrivent les deux, voilà. Voilà, donc celle-là, on est plutôt moitié-moitié, hein, des personnes qui connaissent en global. Hein, voilà, ma question, Solène, c'est en global. C'est pas, de toute façon, si vous avez, oui, vous pensiez peut-être, vous avez participé à des activités depuis hier. Là, je pensais, est-ce que c'est votre première année, en fait, de participation? Donc, je reformule ma question. Pour qui est-ce la première année de participation au festival? Voilà, donc pour là, on est plutôt répartis, mais quand même beaucoup découvrent le festival peut-être cette année, donc qui est uniquement ou quasiment hein, à 90% en distanciel, si je ne suis pas me trompe pas trop dans les chiffres. Donc effectivement, ça permet aussi à des nouveaux publics de participer. Et puis ma dernière question, qui est en lien avec notre sujet, qui a pu répondre au sondage que j'ai envoyé en amont de l'atelier, voilà, qui a pu poser des questions ou voilà, ou n'a pas vu hein, peut-être le sondage. Donc pareil, on est moitié-moitié. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas pu répondre aux questions. De toute façon, ça se fera pendant l'atelier. Vous allez avoir aussi la parole, bien sûr, pour poser vos questions. Donc, comme tu as dû le rappeler, Vanessa, il y a un chat sur le côté hein, sur lequel vous pouvez écrire toutes les questions ou les réactions que vous sollicite cet atelier. Donc, n'hésitez pas à intervenir dessus. Et puis, en fonction de ce qu'on y lira, eh bien, on réagira pour répondre à vos interrogations ou à vos commentaires. Tu veux peut-être commencer par te présenter, Maria? Je te donne la main pour que tu dises qui tu es, d'où tu Oui, viens. Voilà. bien sûr. Donc, je suis Maria, j'ai 23 ans. Je suis arrivée en France en août du Liban et j'ai quitté mon pays à cause de la situation parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la situation est très bonne. Et maintenant, je suis en service civique à Hope School et je suis étudiante en même temps. Je fais mon master. Voilà. Merci Maria. Donc Maria fait partie des personnes qui ont rejoint le projet, l'initiative Upschool 21 que j'ai monté il y a 4 ans. Donc moi, je suis Fanny Pessy-Criblier. Je suis tout d'abord une maman de 4 enfants de 8 à 22 ans. Donc chacun de mes enfants m'amène à me questionner sur les enjeux sociétaux, moi-même, j'allais dire, mes propres mes propres implications, sortir de ma zone de confort évidemment aussi. Donc parallèlement à cette vie de mère, j'ai travaillé en entreprise, j'ai été enseignante en classe primaire pendant presque 20 ans. Et puis, j'ai monté une initiative qui fédère en fait des énergies aujourd'hui autour de comment on peut faire l'éducation autrement. Et notamment, c'est passé par la création d'une petite structure primaire et collège à Vincennes qui a pour but de témoigner qu'en faisant l'école autrement, voilà, ça fonctionne, que les enfants sont plus épanouis,
que les adultes sont plus épanouis aussi, et puis qu'ils ils acquièrent aussi des compétences aujourd'hui essentielles, non seulement académiques, mais aussi socio-relationnelles, humaines, et puis d'engagement par rapport aux sujets qui peuvent aujourd'hui tous nous, enfin certains, en tout cas une grande partie des personnes nous relier comme les sujets de ce festival. Alors ici, le sujet, donc oser sortir de sa ligne de confort. Quand je vois les questions en fait auxquelles vous avez répondu certains déjà en amont, finalement, tout de suite, ça peut être des sujets très personnels en fait qui viennent sur le sujet, parce que sur la table, ça peut être des questions d'ordre privé, c'est-à-dire voilà par rapport à sa vie familiale, à sa vie amoureuse, à sa vie amicale, mais aussi des sujets d'ordre professionnel. Donc, en fait, dans vos questions et dans les remontées qu'il y a, on voit que les deux sujets sont intimement liés. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est nouveau aussi de notre époque, c'est qu'on ose mêler sa vie professionnelle et aussi des questionnements privés. Et les deux font avancer finalement parce qu'on est notre personnalité, etc. Donc, par rapport au sujet, j'ai demandé notamment aux personnes qui avaient répondu au quiz qu'elles nous donnent un exemple d'une action récente ou moins récente dans leur vie qui les avait fait sortir de leur zone de confort. Et puis peut-être une autre question qu'on peut se poser, c'est comment en fait finalement on y arriver, parce que le pourquoi, bon, il peut être très individuel, mais finalement comment faire. Donc j'invite ceux qui n'ont pas pu répondre au quiz qui était envoyé par mail, et ben de ne pas hésiter, je vais être positif parce que j'aime pas les termes négatifs, donc d'oser sortir de sa zone de confort et d'écrire soit son témoignage, soit sa question par rapport à ça dans le chat. Voilà. Ce que nous, on vous propose là par rapport à ce sujet, c'est de donner des exemples de nous par rapport à notre quotidien, déjà Maria et moi, de choses qu'on met en œuvre pour sortir de notre zone de confort, et ensuite vous, de compléter pour ceux qui veulent par des témoignages ou par des exemples que vous voulez bien partager avec le groupe. Voilà. Alors, il faut se sentir tout à fait en position, j'allais dire, d'égalité par rapport à nous. On ne prétend pas du tout avoir les bonnes réponses. En fait, on essaye de vous partager notre expérience. Et donc, chacun est tout à fait… Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, on est vraiment en train de réfléchir ensemble sur un sujet qui peut nous faire tous grandir. Et l'idée étant que vous repartiez, on fera un petit point à la fin, en fait, que chacun repart de cet atelier en se disant, bah voilà, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui me permet de faire un pas de plus vers finalement des objectifs de vie que je me donne, je vous dis, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors, Maria, je vais te redonner la parole, peut-être pour que tu, à la lumière de ce que tu fais à l'école, que tu puisses nous donner quelques Ouais. exemples. Voilà. Déjà, je voulais dire que, à part mon quotidien, sortir de sa zone de confort pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire faire un grand changement, parce que pour beaucoup de gens croient que c'est un grand changement qu'il faut faire pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Mais ça peut être juste des petits changements qu'on fait chaque jour, euh, qui, 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 par exemple, si on est invité à un dîner et on n'a pas envie d'y aller, ça, c'est sortir de sa zone de confort si on part au dîner. Ou si on sort de la maison 1 heure avant le temps, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Parce que quand on fait ces choses, on rencontre de différentes personnes, on voit de différentes choses, ça nous donne des idées. Voilà. Et par rapport à mon quotidien, comment moi je sors de ma zone de confort chaque jour, déjà, puisque chaque jour je suis à Hub School, je vais parler de ce que je fais à l'école. Déjà, j'avais jamais travaillé avec des enfants, donc le fait de travailler avec des enfants, c'est nouveau pour moi, c'est une grande responsabilité.
Et je suis en train de tester des activités créatives parce que Hop School, c'est une école innovante qui utilise des techniques innovantes. Donc, j'ose tester des activités créatives pour les apprentissages. Et je suis en train d'apprendre à utiliser des logiciels, à me former même avec les enfants parce que, par exemple, eux, ils font des activités de jardinage et de code et je n'avais pas jamais fait ça aussi. Donc, tous ces petits trucs que je fais durant mes journées me font sortir de ma zone de confort. Et maintenant, le fait de parler devant vous aussi, c'est la première fois que je fais ça. Donc, ouais, voilà. Mais merci Maria pour ton témoignage. Et ce que je pourrais dire, moi, c'est comment peut-être moi, mon rôle, par exemple, comment, en tant que mentor de Maria, par exemple, je peux l'inciter à aller encore plus loin dans sa zone de confort. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, ça passe par un énorme dialogue. Voilà, il y a un énorme dialogue au quotidien sur les besoins. Et puis, il n'y a pas, je pense aussi, en fait, tout est vu comme une expérience. Dès lors qu'on prend sa vie comme une expérience avec une succession de petites réussites et puis de choses qui marchent moins bien, eh bien, on dédramatise en fait le fait que des choses ne puissent pas fonctionner. On sait qu'en plus, on est quand même dans un environnement aujourd'hui, là, avec notamment la crise sanitaire qui est extrêmement mouvant et vous devez tous le vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, il y a quelque chose qui est prévu et dans cette journée, il y a forcément quelque chose qui va changer à un moment, que ce soit pour soi, pour son entourage, pour sa vie professionnelle, qui fait qu'on doit s'adapter. Donc en fait, j'allais dire, les événements actuels nous poussent tous à sortir de cette zone de confort. Après, comment par rapport à soi, son vécu personnel, on arrive à avancer. Et je pense que moi, je peux vous donner un de mes enseignements de vie, c'est que j'essaye de m'entourer de personnes qui vont m'aider à aller dans ce chemin. C'est-à-dire que j'identifie finalement dans mon entourage, qui soit très proche ou même professionnel, ce qui est le cas d'Upschool, qui est un projet qui a été monté par exemple complètement en intelligence collective avec des gens qui venaient pas du tout de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y en a qui venaient de l'éducation nationale, mais pas que. Et donc, par exemple, Maria, toi, tu as un diplôme de biologie et tu t'es destinée à aller en laboratoire. Elle a voulu venir faire une expérience à l'école et finalement, elle va y rester peut-être plusieurs années. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, on fait des rencontres et puis il y a des personnes qui, dans la vie, peuvent être des relais par rapport à vos aspirations, par rapport à quelque chose que vous sentez, des intuitions que vous avez aussi et qui peuvent vous accompagner dans ces intuitions. Donc, moi, j'allais vous dire, la première chose, c'est bien travailler sur soi. Voilà, apprendre à se connaître, apprendre à identifier, à reconnaître aussi, certains la témoignent sur des difficultés de vie qu'ils ont par rapport à leur entourage familial, par rapport à des décès, par rapport à la maladie, par rapport à des ruptures professionnelles. Donc ça, ce sont des chemins de vie qui sont tout à fait, j'allais dire, partagés par 100% des humains. Personne n'a une vie linéaire où tout le monde monte en flèche sur une montagne. Et non, il y a forcément un moment des tempêtes, il y a un matériel qui casse, il y a une personne de la cordée qui a mal quelque part. Voilà, donc il y a toujours, en fait, finalement, ces chemins de vie, ils sont faits de difficultés et comment on surmonte ces difficultés, comment on continue à avancer, à sortir de cette zone de confort et à gravir pas à pas le chemin. Eh bien, moi, mon témoignage, je vous dirais, c'est en s'entourant de personnes qui finalement vous soutiennent sur des petites, j'allais dire, qui partagent forcément pas tout avec vous parce que c'est pas possible, mais qui en tout cas, sur des sujets qui vous tiennent à cœur, peuvent être des soutiens. Donc voilà, donc identifier, j'allais dire, premier travail, travailler sur soi, ses propres freins, parce qu'effectivement, ce sont ceux-là qui vont ne pas vous aider à gravir la montagne. Donc, vous pouvez vous dire, j'ai pas les bonnes chaussures, il fait pas beau. Aujourd'hui, je sais pas, on est vendredi, j'aime pas le vendredi. Je suis en Asie, je voudrais être en France. Enfin bon, bref, on peut trouver plein de raisons externes, mais finalement, les premiers freins, ils sont sur soi. Est-ce que finalement, moi, j'ai envie? Et si j'ai envie, en quoi je me fais confiance? En fait, sur quoi je peux m'appuyer sur moi? Donc voilà, donc il y a un premier travail qui est sur soi.
Hein, donc apprendre à prendre soin de soi, c'est pour ça que le sujet pour moi il est vraiment au cœur. C'est d'abord voilà. Par exemple, moi je vais vous citer dans ma vie personnelle, eh bien malgré tout ce que je fais, ma vie d'entrepreneuse, de maman, etc. Eh bien j'ai besoin de me faire masser. Eh ben je vais très régulièrement me faire masser une fois par semaine si je peux, une fois tous les 10 jours sinon. Et c'est quelque chose, je sais, qui va être un moment de ressourcement où au début les idées dans ma tête sont voilà, j'ai plein de sujets dans ma tête par rapport au projet, par rapport à mes enfants. Et puis petit à petit, je lâche. Et je sais que quand je vais sortir de ça, eh ben, je peux repartir pour mieux m'occuper de mon entourage. Voilà, donc c'est pas forcément de l'égoïsme. Est-ce que quelqu'un voudrait partager un moment comme ça qui prend pour soi euh, dans la semaine ou dans son emploi du temps? Charlène, je vois que vous avez la main levée. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Est-ce que vous voulez partager? Pardon, non, c'est pas que je veux pas partager, mais là, justement, c'était une question, assez dure, je trouve, prendre du temps pour soi, c'est pas enfin, je sais que je travaille dessus, mais j'ai pas encore la réponse comme ça, en fait. Je me rends compte que à chaque fois, je me dis: «Je prends du temps pour moi» et en fait, ben, non, parce que j'ai mon téléphone au cas où, s'il se passe quelque chose, donc enfin, intellectuellement, je le prends pas vraiment et je travaille dessus, mais là, je peux pas vous répondre comme ça parce que sur le coup, je me suis dit: «Bah si, je vais faire du sport 1 heure». Bah, non, parce que moi, j'ai pris le sport qui est à côté de la maison et pas le truc qui me ferait le plus plaisir et en fait, et puis sinon, j'aurais peut-être pris les 2 heures parce qu'il y a des étirements après, vous voyez? En fait, je peux pas répondre à la question là comme ça. C'est Désolée. très merci beaucoup parce qu'en fait votre témoignage est très intéressant parce que je pense que c'est spontanément aussi ce que beaucoup nous, hein, moi aussi, voilà, on se met comme propre frein, c'est-à-dire ça peut être le temps qu'on va y passer par rapport à son emploi du temps, le reste, et puis une espèce de culpabilité. Waria, vous vouliez je ne sais pas si Waria veut toujours témoigner ou Maria, tu voulais apporter un témoignage, sinon en attendant, vas-y. Oui, parce que pour moi, prendre soin de soi, c'est différent pour chaque personne. Ça peut être faire du sport. Par exemple, moi, c'est me promener. C'est comme ça que je me fais plaisir. Je me promène chaque jour 30 minutes. Ça me fait trop plaisir et je prends soin de moi dans ce temps. Merci Donc, Maria. c'est différent pour Voilà, personne, ouais. voilà. En fait, je pense, Vanessa, allez-y. Je me suis dit que je pouvais me permettre. Moi, par exemple, ça fait quelques mois maintenant, alors de manière plus ou moins irrégulière, mais où je me suis créé une routine du matin. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que du moment que je commençais ma journée, en fait, ça a filé jusqu'au soir et j'arrivais pas à m'arrêter. Et du coup, j'arrive à me prendre 1 heure. Alors, je me couche plus tôt, du coup, la veille, pour pouvoir me lever plus tôt le matin. Mais j'arrive à me prendre 1 heure où je vais soit bouquiner, soit regarder. Enfin, ça va être beaucoup bouquiner ou alors réfléchir ou écrire sur des choses. Et ça fait du bien parce que ça donne ces sensations de se nourrir avant d'entamer sa journée. Voilà. Merci Vanessa. Je crois qu'il y a Laure qui voulait s'exprimer aussi. Laure, c'est à vous. Oui, bonjour. Moi, c'est mon mari qui m'a dit Laure, retourne au sport. Parce que voilà, j'ai déménagé, j'avais un enfant, beaucoup de travail, et j'avais plus le sport. C'était quelque chose de très important pour moi. Et je me disais, mais non, mais pendant 1 heure, tu pourras t'occuper de notre fils, etc. Et il m'a dit, mais vas-y, vas-y. Et en fait, j'ai bien vu que rien que le fait d'y aller, ça faisait que le samedi, j'étais meilleure 1 heure, j'étais moins stressée, alors que c'était juste 1 heure de mon temps. Et ça ne changeait rien à l'activité d'aller au parc avec mon fils. Et, et l'exemple est un peu extrême, mais j'ai fait un burn-out aussi, je pense, parce que sur plein de petites choses, j'ai pas su au quotidien faire attention à moi. Et à force de faire attention aux autres, au travail, en fait, le corps nous rattrape, le cerveau nous rattrape. Donc Charlène, persévérez, persévérez, vous allez y arriver. Même si c'est qu'une demi-heure, c'est déjà ça. Courage. Merci Laure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Parce qu'il y en a qui réagissent aussi dans le chat, hein, voilà, sur le fait de cuisiner aussi, de voir quelqu'un, de faire du bénévolat, Waria, voilà, d'aller voir
d'aller voir des proches aussi. Voilà, moi, ça peut être appeler des amis. Moi, je sais que le réseau amical ou mes enfants, voilà, peuvent être aussi effectivement jouer aux cartes. Par exemple, on a joué aux cartes en famille dimanche. Voilà, donc c'était un moment aussi de ressourcement. Donc, j'allais dire, voilà, prendre ce temps d'identifier tranquillement, en fait, finalement, ce qui vous fait du bien. Et s'appuyer, se le rappeler, alors soit par un mémo, effectivement, aujourd'hui on a du numérique, hein, on a un téléphone, on a autre chose, mais quelquefois même ce téléphone, il va sonner, puis finalement on va se dire non, je vais pas le faire, alors que le téléphone vous a sonné le rappel. Donc en fait, voilà, c'est le faire petit à petit, et puis c'est pareil, toujours ne pas se culpabiliser. Chaque en fait, j'allais dire victoire sur soi ou chaque petit pas, c'est très bien. Voilà, il n'y a pas. Quelquefois, on se met des objectifs trop grands. Se dire, voilà, je vais faire du sport tous les matins, je vais me lever à 6h30, puis de 7h à 7h30, je vais aller faire mon jogging, et puis ensuite, je vais cuisiner que des petits plats maison pour la famille, et puis je vais à pied au travail au lieu de prendre les transports, et puis voilà. Bon, bref, c'est quelquefois, comme tu disais, Maria, aussi au début, des objectifs trop grands. Donc, se mettre aller pas à pas, des petits objectifs, et puis prendre le temps aussi de savourer, d'être fier de ce que vous avez accompli. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez faire un retour en arrière en se disant, OK, cette semaine ou aujourd'hui, voilà, il y a telle chose dans ma vie positive qui se sont passées et sur lesquelles je peux me féliciter, je peux être content. Voilà. Et c'est pas de l'égoïsme, et c'est pas se regarder dans un miroir, c'est pas narcisse, c'est pas le sujet. C'est que pour s'occuper des autres, pour s'occuper de la planète, on le sait, il faut tout d'abord être soi un pilier. Voilà. On le sait, moi je suis une maman, je suis une maman solo, j'ai 4 enfants, j'ai monté une entreprise, voilà. Donc il y a énormément de choses à gérer. Donc pour ça, si moi je prends pas par exemple de temps sur moi, c'est sûr que je vais pas pouvoir m'occuper des autres. Ça c'est pas possible puisque déjà je vais pas être un rocher. Et en même temps, ce rocher, il a le droit d'avoir des failles. C'est-à-dire que ce rocher, il peut aussi dire, moi là aujourd'hui, je me sens pas bien. Est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Est-ce qu'on peut partager ce moment? Voilà. Donc c'est aussi, il y a tout un dossier, moi que j'ai vu dans je lis beaucoup le magazine Psychologie. Je vais me permettre, tiens, faire une pub. Et là, il y a un dossier, bon, trouver l'amour, pourquoi pas, mais il y a un dossier sur l'art de la consolation. Oups, je sais pas si vous voyez, voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, il y a consoler dans le sens savoir consoler les autres, mais aussi accepter soi d'être consolé. Maria, je te laisse la main. Non, rien, parce que tout le monde a parlé du sport, mais, mais ça peut aussi être juste regarder un film et manger des pop-corn le soir, juste se reposer et être confortable, mais donner un petit temps à soi. C'est ça ce que je voulais dire. Mais... Alors, Waria, savourer l'instant présent, oui, c'est difficile. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut se dire quand même, c'est que grâce aussi à la technologie, et là on le voit ici avec cet atelier, on peut avoir accès quand même à beaucoup d'informations en ligne, et certaines qui prennent pas beaucoup de temps et qui peuvent nous permettre de savourer l'instant présent. Donc ça peut être regarder un film, comme dit Maria, mais ça peut être aussi écouter une musique qui vous fait du bien. Ça peut être découvrir un podcast. Moi, je sais que régulièrement, par exemple, j'écoute des podcasts de développement personnel. Voilà. Je me dis, tiens, tel sujet aujourd'hui, ça m'intéresse. Je vais aller écouter, voir qui. Et puis, quelquefois, c'est assez court. Hein, ça peut être en marchant 20 minutes. Ça peut être tout simplement ne rien faire aussi. S'asseoir dans son canapé et puis se poser, faire une sieste. Voilà, moi, par exemple, ce week-end, j'ai fait une sieste. J'étais épuisée. Voilà. Et donc, on pourrait se dire, zut, finalement, j'ai pris ce temps de dormir, c'est pas bien, tout le monde est dehors, c'est le week-end, etc. Bon, et puis, je sais pas, mon corps en avait besoin. Donc, c'est aussi accepter, j'allais dire, ce qui nous arrive, tout en dosant. Voilà, le but, c'est pas être dans les extrêmes. Si effectivement, on passe ses journées à dormir ou à regarder des films ou à écouter de la musique, bon, c'est trop. Il faut aussi avoir un dosage, et c'est là où l'entourage, parce que plusieurs personnes ont parlé de l'entourage, peut être aussi interpellant. C'est-à-dire que Laure, vous parliez de votre conjoint ou de votre mari qui vous a aidé à peut-être mettre la lumière sur quelque chose. Après, il faut que ce besoin vous corresponde aussi. Ça veut dire, c'est pas parce que c'est la personne, une des personnes les plus chères qui vous propose, par exemple, de faire du sport. Si vous, le sport, c'est pas ça qui va vous faire du bien,
eh ben, vous n'avez pas de raison non plus d'aller dans cette voie. Peut-être que ça va être autre chose qui va vous faire du bien. En tout cas, cette personne vous alerte sur attention, prends du temps pour toi. Voilà. Donc, ce que je voulais juste peut-être dans ce point, c'est en fait dire prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Voilà, c'est ça. C'est pas un acte narcissique égoïste. C'est un acte qui nous mène à la deuxième étape, qui est prendre soin des autres. Voilà. Est-ce que Maria, vas-y. Par rapport à savourer l'instant présent, parce que moi j'avais le même problème. Parfois on pense trop, on est trop distrait, on a trop de choses en tête. Mais j'ai trouvé une technique, je sais pas si ça va marcher pour vous, mais une fois que je réalise que j'ai trop de choses en tête, je dis pause, je me dis pause, et je me regarde au miroir et je fais ça. Et puis, je me rappelle à moi-même de savourer l'instant présent et ça marche. Donc, c'est une technique. Merci Maria. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait, avant qu'on donne d'autres exemples, peut-être quelqu'un voudrait témoigner d'un exemple qui lui permet de prendre soin de soi? Est-ce que Laure Bonhomme, parce qu'il y a deux Laure. Allez-y Laure. Oui, bonjour. Moi, j'ai découvert le pouvoir de l'écriture récemment. Et au fait, je sens que dès que j'ai trop de choses dans ma tête, je m'isole. Et donc, je vais écrire pour essayer de dénouer mes pensées. Donc, soit c'est quand j'ai trop de choses et un truc qui me turlupine, soit c'est quand mes émotions prennent trop de place et que j'arrive pas à les dénouer, que c'est dans les deux sens. Et donc, assez régulièrement, mes enfants savent, voilà, je suis capable de leur dire, bon, maman s'isole un quart d'heure, là, il faut que j'aille me mettre au calme, personne me dérange. Bon, ça fonctionne pas forcément toujours hyper bien, mais généralement, ils respectent assez bien et voilà, ça me permet de faire baisser la pression dans un sens ou dans l'autre et de repartir après. Voilà. Merci Laure. Avant que l'autre Laure témoigne, je vais compléter votre témoignage. Laure, en fait, je suis allée récemment aussi à une conférence de Boris Cyrulnik sur ce sujet, écriture et résilience. Je ne sais pas si Laure, vous avez suivi cette conférence ou voilà, je vous invite. Et notamment, il témoigne du fait qu'on n'a pas toujours en fait autour de nous. Là, il y a plusieurs personnes qui évoquent des choses assez difficiles qui leur sont arrivées dans leur vie. La perte d'un emploi, la perte d'un proche, une maladie, voilà. Ce sont des choses quelquefois que l'entourage n'est pas capable en fait d'entendre parce que ils ne sont pas dans les mêmes phases de vie où c'est trop difficile. Ils disent non, mais c'est pas grave ce qui t'arrive ou moi-même par exemple j'ai vécu un divorce et j'ai beaucoup entendu c'est ton problème, etc. Enfin bon voilà. Et donc en fait les personnes ne sont pas prêtes à entendre la difficulté de ce qui peut jalonner notre vie. Et donc l'écriture, ce dont témoignait Boris Cyrulnik, et peut être un moyen justement de se distancier en fait en se réappropriant son histoire, en écrivant, je ne sais pas Laure pour vous si c'est des morceaux de vie ou juste des sujets ou des idées qui vous passent par la tête, et un moyen finalement de désencombrer son cerveau et de retravailler son histoire sans avoir quelqu'un qui interagit. Vous êtes tout seul avec votre feuille. Donc, en fait, vous pouvez remanier comme vous voulez ce que vous écrivez. Personne ne va vous dire, là, par exemple, je vois Maria qui acquiesce de la tête ou je vois Charlène qui fait un geste. Voilà, voilà. Et ça peut m'encourager à dire certaines choses. Et donc, si quand on est seul ou au contraire, me dire, Fanny, arrête. Et à l'inverse, quand on est face à sa feuille, eh bien, en fait, vous pouvez reconstruire votre histoire et vous l'approprier. Donc, ça peut être aussi un moyen d'avancer. Laure Houssin, on vous écoute. Oui, un peu comme Maria, la respiration. J'ai découvert ça parce que je suis en arrêt maladie en ce moment avec du burn-out, je fais de la sophrologie. Et j'étais un petit peu dubitative. Et en fait, l'art de respirer, c'est important. Aussi, je m'autorise facilement à pleurer. J'ai la larme très facile et je lâche. Voilà. S'autoriser à extérioriser, c'est à s'enfermer dans les toilettes, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais voilà, sortir de soi, tout comme l'écriture également. Mais sortir. J'ai l'impression qu'on n'est que des cocottes minutes et au bout d'un moment, en fait, ça explose. Pardon, on est plus parasites, en fait, je suis dans un café. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des bruits parasites autour.
Bonjour Laure. Extérioriser. Oui, mais merci Laure. En fait, donc effectivement, il y a les interférences du café, mais je pense que j'ai compris l'idée. Je vais reformuler. Vous allez me dire si c'est correct. J'ai compris que c'était aussi l'extériorisation des émotions. Et effectivement, je pense que l'extériorisation des émotions est quelque chose de nouveau, hein, qui est tout à fait, j'allais dire, c'est pas quelque chose, enfin nouveau. J'allais dire, c'est des générations, c'est notre génération, la génération, en tout cas pour moi qui suis cinquantenaire, de mes parents, il fallait pas montrer ses émotions. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut aussi, le fait de pleurer, etc., soulager et aussi déstabiliser l'entourage. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui pleure, il y a des personnes qui peuvent même être agressives par rapport au fait que vous versiez des larmes parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Après, si effectivement on ose aussi faire ça, eh ben on ose montrer sa vulnérabilité. Peut-être les larmes peuvent soulager aussi et peuvent aussi permettre de remplacer des mots qui sont quelquefois difficiles à formuler. Donc en fait, les émotions sont aussi là pour nous permettre d'exprimer les choses. Alors après, tout le travail aussi sur les émotions, c'est apprendre à les identifier, puis bien sûr apprendre à les contrôler. Parce qu'effectivement, si le but n'est pas de ne pas les exprimer, mais en tout cas, si on les exprime sans cesse, et nous, on voit avec les enfants à l'école, hein, notamment, c'est un travail qu'on doit faire au quotidien, sur le fait qu'ils réagissent spontanément, ils réagissent de manière émotionnelle. Et d'autant plus dans une école comme la nôtre, où on stimule la créativité, l'expression personnelle, la connaissance de soi, la subjectivité, hein, même s'il y a évidemment tout un travail collectif. Donc les émotions sont beaucoup plus libres. Donc il faut aussi apprendre évidemment à les nommer, à les identifier et puis à faire qu'elles soient tout à fait compatibles avec une vie de groupe. Voilà, donc c'est ça aussi l'enjeu. Et puis je voulais rebondir sur Charlène qui parlait de sa fille à la cantine aujourd'hui. Alors je comprends tout à fait parce que moi j'ai 4 enfants et donc voilà, on sait bien comme ça peut être difficile quelquefois de se dire ben voilà, est-ce que finalement je dois être avec mon enfant ou est-ce que mon enfant est bien là où il est. Donc, c'est une histoire de confiance aussi. C'est-à-dire que votre fille, là, elle vit une expérience à la cantine qui va être peut-être tout à fait pour elle passionnante. Et c'est vrai que c'est en tant que maman, il faut lâcher et avoir confiance sur le fait que c'est pas parce que l'enfant est avec nous, finalement, que ça va être le meilleur moment de sa journée et que peut-être ce moment-là à la cantine, eh ben, elle va se faire une nouvelle amie, elle va découvrir un nouvel aliment qu'elle mange pas à la maison, elle va devoir gérer aussi des émotions peut-être de frustration parce que ça va être peut-être plus difficile que d'être à la maison. Et c'est vrai que cette culpabilité de maman, les enfants nous la renvoient souvent le matin aussi avec le départ à l'école, lorsque l'école peut être une source de tension, j'allais dire, pour les enfants. Par exemple, un enfant qui se met tout d'un coup à pleurer au moment voilà, où vous le quittez pour aller à l'école, en tant que maman ou papa, vous allez peut-être vous dire, oh là là, je ne devrais pas le mettre là, etc. Et ce qu'on sait très bien, moi qui ai vécu, j'allais dire, le double jeu d'être à la fois maman, enseignante, et qu'une fois à la porte passée, en fait, l'enfant, il passe complètement à autre chose souvent et il reste rarement dans cette émotion de la séparation. Donc, en fait, cette émotion, elle est très liée à la séparation. Donc, Charlène, peut-être dans votre cas, c'est ça que vous évoquez, c'est plus le moment de la séparation que vous avez su dépasser, finalement, en participant à la conférence. Est-ce que c'est bien ça ? Peut-être que j'ai pensé ça, mais sans m'en rendre compte. Il y a toujours une part d'inconscient. Oui, parce qu'en effet, ce matin, elle m'a fait le coup de: «Non, je veux pas y aller». Alors que je sais très bien qu'une fois qu'elle y est, enfin, je le sais, mais n'empêche qu'émotionnellement, tu te prends quand même de plein fouet tout ça. Et puis non, mais je me suis fait mon petit film comme quoi, il fait -15 dehors et qu'elle a pas les bons gants, qu'elle va avoir froid, que je l'ai mise dehors et tout, alors qu'en fait, il fait chaud là, je pense. Et qu'en effet, la cantine, c'est un moment où elle va découvrir d'autres choses et qu'enfin, elle est déjà allée, ça se passe toujours bien et qu'au pire, si elle mange pas assez, eh ben, elle se rattrape, sur les 4 heures. Enfin, il y a aucune, finalement, il se passerait rien de grave qu'elle y aille, mais bon, je me suis quand même bien toute la matinée me dit enfin voilà, cette discussion m'a fait prendre conscience que qu'en fait, j'avais pris du temps pour moi en la mettant à la cantine alors que je suis là.
mais c'est pas simple à faire. Très bien, En plus, merci. j'aime bien ce moment. Merci Charlène. Et puis je pense que quelque chose aussi qui peut être fait, moi, un de mes amis qui travaille beaucoup sur le sujet, ce qu'il m'a dit, alors là, c'est encore une autre étape sur laquelle il faut arriver, c'est aussi ne pas faire de projection sur ce que les autres pourraient penser. C'est-à-dire que là, votre fille, par exemple, vous pouvez très bien lui demander ce soir, finalement, toi, comment tu as vécu ce moment à la cantine, et puis lui racontez, vous, votre expérience, mais sans avoir projeté d'avance, en fait, ce qui pourrait lui arriver. Parce que beaucoup de nos situations d'inconfort viennent de là. En fait, on pense d'avance, en fait, on essaye de déduire ce que les autres pensent de ce qu'on fait. Donc, en fait, ça, c'est un autre frein. C'est-à-dire, on a nos freins personnels et puis on a notre frein de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment l'autre va finalement réagir suite à ce que je fais. Mais ça, c'est le problème de l'autre. En fait, votre problème ou votre sujet à vous, c'est pas un problème. Votre sujet à vous, c'est vous avec vos convictions, avec votre sensation de ce qui vous fait du bien, ce qui fait du bien aux autres, en fait, vers quoi vous voulez avancer. Et puis après, chacun fait son chemin. On ne peut pas demander à tout le monde de faire le même chemin en même temps. Donc ça c'est peut-être un autre exemple que je peux vous donner à la lumière de ce projet Upschool aussi. C'est le fait de finalement, par exemple, moi, quand j'ai monté cette école, beaucoup de gens m'ont dit, Fanny, il faut le faire en Seine-Saint-Denis. Fanny, il faut le faire qu'avec des enfants qui ont des problèmes financiers. Fanny, il faut que ce soit gratuit. Fanny, etc. Je dis, bah, écoutez, ça, oui. Ça, c'est quand on a effectivement, si on est mécène, si on a envie de travailler avec telle population, etc. Moi, j'ai dit, moi, c'est pas là où je vais me sentir bien. Moi, j'ai besoin d'être dans un lieu déjà où je me sens bien. Ensuite, j'accueille et j'ouvre. Hein, c'est une école, Maria, tu peux témoigner, les enfants viennent de partout, ils sont de toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les origines sociales, etc. Il n'y a pas de sujet. En revanche, moi, par exemple, tous les matins, aller me lever et aller travailler au fin fond de la campagne, par exemple, alors que, par exemple, là où je me sens bien, c'est dans un écosystème plus animé, plus de ville, même si j'adore la campagne, ce n'est pas moi, Fanny. Donc voilà, donc c'est aussi identifier ce qui, en fait, dans vous, vos valeurs, votre personnalité, vous permet d'avancer. C'est-à-dire que si, ça rejoint un peu l'idée du sport, lors que vous évoquiez tout à l'heure, votre conjoint vous parle du sport, mais si vous, c'est pas le sport, j'allais dire, il faut pas faire quelque chose qui va finalement vous coûter plus encore en effort, alors que finalement, il y a peut-être autre chose que vous aimez faire, aller au cinéma, effectivement marcher, comme disait Maria, admirer le soleil ou coudre, voilà, et qui finalement vous apporte plus. Donc, j'allais dire, c'est se détacher du regard des autres en l'écoutant. Il faut à la fois être à l'écoute de l'entourage, parce qu'effectivement, ils ont des choses à nous apporter pour avancer, bien sûr, et en même temps, bien se connaître soi, et ça se fait au fur et à mesure, pour se dire, ben voilà, ça, je sais que je l'ai expérimenté, ça me fait du bien, je peux continuer à avancer. Ça, ah non, ça, c'est pas pour moi. Peut-être toi, ça te fait du bien, mais moi, ça m'aide pas à avancer. Voilà. Donc, j'allais dire ce premier point-là. Et puis le deuxième, moi, je pense qu'il y a une des choses qui, moi, me fait me sentir bien, c'est aller chercher des personnes qui, finalement, au départ, vous vous dites, bah, tiens, cette personne-là, peut-être que si on regarde son parcours, on regarde ce qu'elle affiche, bah, elle semble pas finalement l'expert du sujet, mais en fait, personne n'est expert du sujet. Donc déjà, on enlève cette position que les personnes qui viennent sont des sachants. Par exemple, Maria, quand tu es venue, tu n'étais pas une experte de la pédagogie et des enfants. En revanche, voilà, tu avais, et personne ne l'est. Hein, en tant que parent, on le sait aussi, s'il y avait un bouquin qui nous disait, bah, voilà ce qu'il faut faire, et puis on le fait, et puis ça marche, ça serait super, hein, mais ça ne marche pas. On le sait, voilà. En tout cas, ça n'existe pas. On peut aller prendre des idées partout. Mais en revanche, la volonté finalement de se former, la volonté aussi de chercher ses idées reçues pour avancer, la volonté de travailler en équipe, ce qui est quand même le cas, nous, par exemple, dans notre projet, initiative où on ne fait jamais rien seul. C'est-à-dire qu'on peut toujours challenger ses idées, coopérer, et ce n'est pas vu comme quelque chose de négatif. Parce qu'aussi, on a beaucoup de choses qui nous viennent, qui nous ont été inculquées, j'allais dire, par l'éducation qu'on a reçue, soit à l'école, soit dans nos familles. Donc, une des premières idées reçues, c'est si je demande, c'est que je suis nulle, par exemple. C'est que je ne sais pas faire. Et on voit bien qu'en fait, quand on croise nos talents, quand on croise nos expériences, quand on croise nos parcours, comme on le fait ici,
eh ben, on arrive beaucoup plus loin. On arrive à d'autres idées qu'une personne seule ne peut pas avoir. Voilà, donc c'est pour ça aussi, par exemple, qu'on vous fait partager aussi et participer dans ce type d'atelier. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que Maria et moi qui, comme vous, apprenons, découvrons, avançons, cheminons, disions, bah voilà, c'est ça la bonne recette, voilà comment on sort de notre zone de confort. En fait, chacun peut nourrir une initiative ou un projet dans lequel il croit, dans la mesure où il fait confiance aussi à un entourage qui ne soit pas forcément que des experts du sujet, voilà, des personnes qui peuvent vous aider à vous questionner. Donc, par exemple, il y avait des personnes qui se posaient des questions sur leur futur professionnel. Alors, c'était, par exemple, Élodie. Élodie, est-ce que vous identifiez des personnes de votre entourage qui pourraient vous aider à avancer dans ce chemin professionnel? Alors, pas directement dans mon réseau, je suis enseignante, hein, alors pas directement auprès de mes collègues, mais par le biais justement de rencontres comme ça. Je suis aussi inscrite à des communautés de personnes qui, dans le milieu de l'éducation, qui recherchent une éducation un peu différente. Voilà, tout ce qui est école alternative, enfin bon, tout ce vers quoi on tend, semble-t-il, par ici. Et voilà, c'est vraiment développer des relations auprès de ces personnes-là. Et c'est pas un exercice simple parce que je suis enseignante depuis 15 ans maintenant et que je suis directrice aussi, donc je suis un peu formatée éducation nationale. Et donc, quand on sort du sentier, du chemin, et qu'on essaie de proposer des choses ou qu'on essaie d'amener ses collègues, ou voilà, c'est un peu compliqué. Et même même pour ceux qui sont déjà dans d'autres voies, on a du mal à se dire ouais, je suis légitime en fait. Moi aussi j'ai des idées, moi aussi je peux faire autrement que ce que je fais depuis 15 ans. Ouais, c'est pas simple. Donc ouais, j'identifie des gens, mais en même temps, il faudrait qu'ils viennent me chercher quoi, pour que j'y aille. Alors, Élodie, moi, je partage complètement parce que j'ai eu le même cheminement. Hein. Moi, je me suis retrouvée aussi au sein de l'éducation nationale avec ce même questionnement. J'allais dire, moi, ce qui m'a aidée, c'est de faire beaucoup de veille, c'est-à-dire d'essayer d'aller rencontrer à l'extérieur aussi. Donc, comme vous le faites là, par exemple, participer à des formations, moi, ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas seule, qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient soit enseignantes, soit pas enseignantes, qui se posaient des questions autour de l'éducation, qui se posaient des questions sur comment faire autrement, qui testaient des choses, qui avaient aussi des freins, comme vous devez avoir et que j'ai eu, qui peuvent être très proches. En fait, les freins, les premiers freins dans une école, c'est quelquefois vos collègues, ça peut être la hiérarchie, voilà. Mais c'est pareil, ces freins-là, pour les dépasser, on peut les contourner. J'allais dire, en allant comme vous le faites là aujourd'hui, en participant par exemple à cet atelier et à d'autres, c'est-à-dire d'aller vous nourrir et vous appuyer sur des personnes qui sont déjà en chemin. Hein, j'allais dire ça, moi, c'est un de mes témoignages, j'allais dire, de vie aussi que je peux apporter. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'avancer avec ceux, non pas qui sont au fond du puits, non pas que j'ai pas envie de les sauver, mais en fait, je me rends compte que c'est trop dur. En fait, il y a trop de chemin à faire. Mais par contre, ceux qui ont déjà commencé à monter la corde, là, et qui sont à la surface comme moi, ou entre, en tout cas, le fond et la surface, et qui cherchent, en tout cas, à voir la lumière, à voir autrement, je sais que c'est avec ceux-là que je peux avancer. Donc, en fait, c'est aller chercher ces gens-là. Et Élodie, aujourd'hui, vous pouvez les identifier par plein de réseaux. C'est-à-dire, effectivement, par les réseaux sociaux, notamment. Je ne sais pas si vous êtes sur LinkedIn, mais il y en a énormément sur LinkedIn. Oui. Voilà, donc ça c'est un moyen extraordinaire quand même d'identifier aujourd'hui ceux qui sont en chemin. On reçoit quand même aussi s'abonner à quelques newsletters d'acteurs ou de personnes qui publient et puis qui vous interpellent, sur lesquels vous pensez que vous avez des sujets croisés. Ça peut être aussi un moyen, voilà, j'allais dire la formation. Donc, quand vous disiez, ils vont venir me chercher, alors là, je suis désolée, personne ne viendra vous chercher. C'est-à-dire, c'est à vous. Oui, voilà. Mais voilà, c'est pas négatif. C'est-à-dire, justement, c'est une force aussi. Vous voyez, la force, elle est sur vous. C'est incroyable, ça. Elle n'est pas sur les autres. Donc, en fait, croyez en cette force, cherchez, rencontrez, connectez, comme vous faites là.
Et c'est comme ça que le chemin se construit. Voilà, j'allais dire, c'est pas à pas. Et puis moi, je pense aussi une chose que j'ai apprise, c'est qu'on voit des personnes qui, alors aujourd'hui, moi je pourrais dire que je suis un peu dans ce réseau, voilà, qui publient, qui sont actifs. Alors on se dit, oh là là, ceux-là, ils ont déjà, on a l'impression qu'ils sont loin devant nous, qu'ils sont déjà dans une fusée, etc. Mais pas du tout. Ce sont des humains comme tout le monde. Tout le monde se questionne et voilà, il y a certaines personnes qui publient un peu plus, qui sont un peu plus visibles, qui peuvent être des relais. Mais en tout cas, ces personnes-là, par exemple, moi au début, quand j'ai démarré le projet, j'ai contacté, c'est-à-dire j'ai identifié une dizaine de personnes qui bougeaient dans l'éducation autour de moi, qui étaient issues du milieu de l'éducation ou pas. Et je me suis dit, bah, tiens, celle-là, tiens, son idée, là, elle m'intéresse. Alors, ça pouvait être, soit je les avais entendues dans une conférence, à l'époque, c'était beaucoup en présentiel, donc en présentiel, soit j'avais lu un article sur cette personne dans un journal, soit j'avais reçu, je sais pas, une alerte par quelqu'un ou par mes enfants, etc. Et donc, en me disant, bah, tiens, je vais contacter cette personne, je vais lui dire où j'en suis et lui demander ses conseils. Et je vous assure, je l'ai fait avec des personnes, mais qui peuvent être aujourd'hui même visibles, très haut placées. Et finalement, bah, y a des personnes qui vous répondent. Et en fait, celles-là, eh ben, elles vous aident à avancer, à faire des petits bouts de chemin. Il y en a qui ne vous répondront pas, c'est pas grave. Donc, il ne faut pas avoir peur du non. C'est-à-dire, oser sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est se dire aussi, il va y avoir des choses où ça ne va pas marcher. Il va y avoir des portes qui vont se fermer. Il va y avoir des non. Mais il y a aussi des oui. Et c'est comme au loto, j'allais dire. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà. Si on ne tente pas sa chance, il ne va rien se passer. Mais en fait, finalement, tenter sa chance, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pareil, pas cultivé par notre mentalité éducationnelle. En France, voilà, où on fait croire que si on tente, si on ose, si on fait différemment, on va échouer. Mais en fait, moi, je pense que le témoignage que je peux vous apporter, et je pense, Maria, je te laisserai rebondir, mais il est en fait, il faut oser. C'est parce qu'on ose que les choses peuvent bouger. Voilà. Mais c'est sûr que si on attend, il ne va rien se passer. Maria, vas-y. Je voulais juste dire qu'il faut oser et il faut aussi surtout se pousser. Il faut s'obliger parce que c'est pas facile, mais il faut se pousser. Alors, je vois l'heure qui tourne, il est déjà -10. Ce qu'on pourrait faire là pour conclure ce temps passé ensemble, c'est déjà, est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose qui du coup, il a envie de faire, de mettre en œuvre, de tenter, là, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, pour sortir de sa zone de confort. Laure. Laure, il faut que vous activiez votre micro. Pardon, excusez-moi, merci. Merci Fanny pour cet ouvert du témoignage, peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Et le fait d'accepter qu'il y ait des noms. Parce que j'écoute des podcasts sur des sujets qui m'intéressent, sur lesquels je souhaiterais me repositionner plus tard, mais pour lesquels, sur le papier, j'ai pas de compétences. Et j'enregistre le nom des gens, je les suis sur LinkedIn de manière silencieuse et je me dis, à la lumière de votre témoignage, pourquoi est-ce que je ne leur enverrai pas un petit mot pour leur dire que, juste merci déjà, merci de m'avoir inspiré et on verra. Mais oui, et merci Maria, parce que oui, il faut bouger. C'est bien vrai. Merci. Merci Laure. Oui, bien sûr, osez leur écrire. Moi, je l'ai encore fait cette semaine, c'est-à-dire que moi, dès que je vois quelqu'un qui m'inspire, qui m'intéresse, je le contacte sur LinkedIn systématiquement et je mets un petit mot personnalisé en disant en fait de gratitude. Parce que finalement, si on contacte cette personne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a touché chez elle, soit dans sa personne, soit dans ce qu'elle fait professionnellement, soit juste, je ne sais pas, vous l'avez croisée ou elle participe avec vous, comme aujourd'hui, à un atelier ou à d'autres, et vous avez envie qu'elle fasse partie de votre réseau. Et en fait, voilà, c'est comme vous le dites, Laure,
ces personnes-là qui vous inspirent ou qui peuvent pour vous faire un pas de plus, eh bien oui, osez les contacter. Et peut-être que sur les 10 que vous contacterez, il y en aura 3 qui répondront oui, peut-être qu'il y en aura 10. Mais en tout cas, effectivement, vous aurez fait la démarche de, vous avez, comme au tennis, hein, je ne sais pas, vous avez lancé la balle, vous avez fait votre service, puis ensuite, en face, le joueur, il répond ou il ne répond pas, il est là, voilà. Mais vous avez fait votre, j'allais dire, votre job à vous. Mais si vous attendez que l'autre vous contacte, moi, je pense que là, il y a quasiment 0 chance sur 10 que quelque chose se passe. Voilà. Dans l'autre sens, on augmente quand même sensiblement la propension des choses. Je voulais demander à Laurent, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Laurent, et en plus, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Est-ce que Laurent voudrait s'exprimer sur un sujet par rapport à tout ce qu'on a évoqué ou témoigner, Laurent? C'est votre moment. Oui, c'est ça. Hein. Je vais sortir de ma zone de confort, du coup, en digne représentant de la jante masculine, puisque voilà, c'est le constat que j'ai fait. Non, moi, je suis, c'est ce que j'avais exprimé dans le questionnaire envoyé. J'ai aussi en ce moment un gros projet de reconversion professionnelle qui m'anime. Et en fait, peut-être que ce dont je peux témoigner, c'est que sortir de sa zone de confort, finalement, répond aussi toujours à, j'ai envie de dire, une forme d'inconfort aussi qui est peut-être sous-jacent, qui est peut-être inconscient derrière, mais j'ai quand même l'impression que pour exprimer moi ma situation, mon activité professionnelle dans une boîte avec un bon profil, une sécurité de l'emploi, un avenir bien tracé, il m'a fallu en fait me remettre en question pour me rendre compte qu'en fait j'étais dans l'inconfort moral, psychique, et qu'au bout d'un moment en fait la situation elle n'était plus tenable. Voilà. Alors que les gens ne le voyaient pas et que c'était un peu invisible, que même moi, hein, des fois, quand on vous envoie des bons signaux, quand les clients avec qui vous travaillez, qui sont des partenaires, vous applaudissent, voilà, il m'a fallu beaucoup de temps en fait pour me faire prendre conscience que j'avais besoin absolument pour moi, pour mon bien-être, de tourner une page. Merci Laurent, effectivement, et ça c'est toujours le balancier entre effectivement ce qu'on va perdre et ce qu'on va gagner à sortir de sa zone de confort. Donc effectivement, l'entourage peut vous maintenir dans une situation où vous encouragez à évoluer. Donc effectivement, c'est là où finalement c'est vous qui prenez la décision finale et la responsabilisation. Hein. Nous, ce qu'on dit toujours à l'élève à l'école, vos parents vous mettent un plateau en or en vous permettant de voir l'éducation autrement. Nous, l'équipe, on essaye aussi de vous apporter tout ce qu'on pense est pertinent pour que vous avanciez de manière constructive, mais c'est vous le pilote. C'est-à-dire que si vous décidez que finalement la voiture, vous mettez la marche arrière, c'est votre choix. Voilà, nous, on vous permet de mettre la marche avant. Donc là, effectivement, Laurent, vous témoignez sur le fait aussi de la responsabilisation personnelle, effectivement, dans nos choix de vie. Hein. C'est plus facile de dire c'est les autres, c'est sûr. Mais finalement, non, c'est nous. Et c'est en même temps très positif. On a le choix. C'est ça, en fait, voilà. Il y a une forme de… Et après, moi, je crois aussi beaucoup à… parce que c'est un projet là, que je suis en train de définir, mais pouvoir… Oui, vous m'entendez toujours? Oui, il y a eu un… Allô? On vous entend. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est le fait de pouvoir aussi co-construire quelque chose qui permette de se développer personnellement et en fait d'entremêler un projet qui va nous animer professionnellement parlant, mais qui va aussi nous engager personnellement. Moi, effectivement, là, on est peut-être tous des personnes qui sont sensibles à l'économie sociale et solidaire, à cette façon aussi d'entreprendre aujourd'hui, d'apprendre. Mais je pense qu'il y a quand même dans la société, dans la société encore plus dans laquelle on vit, on a besoin aussi de pouvoir jouer sur ces deux tableaux. Oui, merci Laurent. Oui, effectivement. Et effectivement, c'est ce point qui nous relie dans le sens où effectivement, juste le fait de participer, de toute façon, à ce festival montre qu'il y a un questionnement commun autour de ces sujets, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas tous besoin justement
de nous appuyer sur ce qu'on y apprend, les rencontres qu'on y fait, les expériences qu'on y vit pour encore plus avancer. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est en chemin que le chemin est déjà tracé. Donc au contraire, continuer comme on le fait là, à partager et à co-construire et à réfléchir ensemble sur les enjeux peuvent être des accélérateurs, en tout cas, de ce changement. Pour terminer, je vais juste vous montrer, parce que je n'ai pas du tout été scolaire comme d'habitude, c'est-à-dire que je n'ai pas fait voilà, je me suis adaptée. Et donc, je ne vous ai même pas montré les slides, je vais juste vous en montrer, juste pour que vous ayez quelques informations pratiques en 2 minutes avant de conclure. Et ensuite, je laisserai Vanessa conclure. Et Vanessa, pendant le dernier slide, voilà, donc là, c'était juste, voilà, vous avez vu l'atelier, là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Là, c'est si vous voulez plus d'informations sur notre école et notre projet, n'hésitez pas à aller regarder ce qui s'y passe, voilà, à nous contacter, à réagir. Et puis, ça, hein, c'était juste dire que la société se transformait très vite, l'école beaucoup moins, mais on pourrait, nous, on a l'exemple de l'école, mais on pourrait citer d'autres exemples dans la société. Mais voilà, aujourd'hui, la nécessité de changement, elle est vraiment évidente partout. Vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées à Maria et à moi via le festival, sur le festival, sur le site Upschool 21, et puis on est présentes toutes les deux sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous poser, même après, à nous contacter après cet atelier, à nous poser des questions ou à nous suggérer, à faire des commentaires. Ce sera avec plaisir.